Renée Drey-Bensoussan vous présente un parcours de femme. Bonjour chers auditeurs, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'une femme qui a marqué son temps. Il s'agit de Marceline Loridan Ivens, née Rosenberg. Elle couvre la période 1928-2018. Alors elle est scénariste, réalisatrice, productrice et écrivaine française et elle est une survivante de la Shoah et une amie très intime de Simone Veil dont elle a accompagné la déportation. Alors qui est-elle ? Marceline Rosenberg, née de parents juifs, polonais, émigrée en France depuis 1920. Son père, Slama, est un petit industriel fabricant de textiles, né à Słupia Nowa en Pologne le 7 mars 1901. Il a épousé Frimette Gruszkowski, née à Łódź le 1er avril 1898 et commerçante. Le père s'installe d'abord à Belfort en octobre 1920, puis déménage en 1925 avec le reste de la famille à Épinal, où il résiste jusqu'en 1931, et c'est là que naîtra Marceline. En 1931, la famille s'installe à Nancy, où naîtront Suzanne Jacqueline en 1932, Michel en 1937. Peu après la naissance de Michel, à la suite de mauvaises affaires, la famille retourne s'installer à Épinal. De 1933 à 1937, Marceline fréquente avec sa grande sœur, Chaja Roja, dite Henriette, le lycée Jeanne d'Arc, lycée de jeunes filles du centre de Nancy. Elle quitte le lycée en 7e quand sa famille retourne à Épinal. Et à Épinal, elle fait du scoutisme au sein de la Fédération française des éclaireurs, comme petite L, branche de 8 à 12 ans. D'origine juive, elle n'est pas croyante. Alors, pourquoi l'avoir choisie ? Tout d'abord pour son parcours chaotique. Ensuite, parce que elle est enterrée au cimetière de Montparnasse, donc elle fait partie du paysage patrimonial de la France. Alors, pourquoi l'avoir choisie ? Pour son parcours chaotique. Au début de la Seconde Guerre mondiale, sa famille s'installe dans le Vaucluse. La famille vit alors dans un château, le château de Gourdon-Bolène. Ce château de 20 pièces avait été acheté au nom de son fils par le père, qui, étranger, ne pouvait plus faire l'acquisition immobilière. Il pensait ainsi échapper aux nazis. À 15 ans, elle est arrêtée en tant que juive par la milice française et la Gestapo, en même temps que son père. Tous deux sont déportés à Auschwitz-Birkenau par le convoi 71 du 13 avril 1944, le même que celui de Simone Veil, à laquelle elle liera une amitié indéfectible, le même que celui de Ginette Kolinka et de Anneliese Stern. Elle est ensuite transférée à Bergen-Belsen et finalement au camp de concentration de Theresienstadt. Donc vous voyez qu'elle a connu beaucoup de camps. Elle recouvre la liberté à la libération du camp le 10 mai 1945 par l'Armée rouge. Deuxième raison de la choisir, sa volonté de s'en sortir et de lutter contre toute injustice. À son retour en France, elle apprend la sténotypie et la dactylographie. Elle épouse Francis Loridan, jeune ingénieur en travaux publics, engagé sur des chantiers lointains. Il divorce des années plus tard, mais elle a toujours souhaité conserver son nom. Elle adhère au Parti communiste français en 1955 et le quitte un peu plus tard, un an plus tard.
Elle croise alors des déviationnistes comme le philosophe Henri Lefebvre ou le sociologue Edgar Morin, tape des manuscrits pour des intellectuels dont Roland Barthes, travaille au service de reprographie parisienne de Saint-Germain-des-Prés. Elle est aussi une porteuse de valises pour le FLN et elle fréquente bien sûr tous les gens de Saint-Germain-des-Prés. En 1971, elle est signataire du manifeste des 343 pour la dépénalisation de l'avortement. Alors, que retenir d'elle ? Sa carrière de cinéaste d'abord et ses témoignages sur la Shoah. Alors, carrière de cinéaste. En 1961, Jean Rouch et Edgar Morin la filment dans Chronique d'un été. Elle y apparaît dans des plans devenus célèbres par un monologue sur sa déportation et le vide laissé par la disparition de son père. Elle se consacre ensuite à des documentaires sur les peuples en lutte et en 1962, elle réalise avec Jean-Pierre Sergent un documentaire « Algérie année zéro » sur les premiers pas du pays après l'indépendance. Le film est interdit en France et en Algérie et reçoit le Grand Prix du Festival de Leipzig en 1965. En 1963, elle rencontre et épouse le réalisateur de documentaires Jory Ivens, de 30 ans son aîné. Ils forment ensemble un couple de cinéastes soudés. En fonction des films, elle l'assiste ou non. Ils réalisent notamment ensemble le 17e parallèle en 1978, pour lequel ils s'immergent dans les combats de la guerre du Vietnam. Au Vietnam, ils sont reçus par Ho Chi Minh qui leur donne l'autorisation de se déplacer sur les lignes de front. De 1972 à 1976, pendant la révolution culturelle déclenchée par Mao Zedong, elle travaille en Chine et réalise avec son époux Joris la série de documentaires « Comment Yukong déplaça les montagnes », ayant obtenu un laissez-passer du Premier ministre Zhou Enlai pour circuler librement. Critiqués par Qian Jing, épouse de Mao, ils doivent quitter précipitamment la Chine. Les deux réalisateurs résistent aux demandes de coupe formulées par le gouvernement chinois. À sa sortie en France, le film est largement critiqué comme un support de propagande dans le contexte d'une prise de distance occidentale avec la Chine maoïste. Pourtant, elle va évoluer. Elle prend plus tard de la distance avec cette démarche cinématographique, la qualifiant de simpliste et naïve, et parlant d'héroïsation de la Révolution. En 2003, à 75 ans, elle réalise son premier film de fiction, La petite prairie au boulot, avec Anouk Aimée, très inspirée de son parcours dans les camps, qui évoque aussi les différentes facettes de sa mémoire en tant que survivante. Le titre est la traduction du nom polonais Brzezinka, germanisé en Birkenau. C'est un témoin de la Shoah. Elle écrit plusieurs essais autobiographiques avec l'appui de journalistes où son expérience de la déportation apparaît perpétuellement en toile de fond. Elle affirme « On ne vit pas après Auschwitz, on vit avec en permanence. La vie quotidienne vous confronte tout le temps aux souvenirs et cela pénètre profondément votre vie. Je me suis souvent comportée après, encore comme si j'étais dans les camps. » Son essai « Et tu n'es pas revenu » revient sur son expérience de la déportation et sur sa conviction que la France n'a pas regardé en face son rôle dans la Shoah.
C'est combien c'est prémonitoire. Il est écrit sous forme de lettre à son père, mort en déportation. Laissez ma vie balagane est consacrée davantage à la vie au retour des camps dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, puis à ses choix de cinéaste. Dans L'amour après, elle explore la difficulté de reconstruire son rapport à son corps, à l'amour, à la sexualité après la déportation. Et elle revient sur ses relations amoureuses, notamment avec Georges Perec, qu'elle aimait plutôt d'amitié mais pas d'amour. Jusqu'à la fin de sa vie, elle donne des conférences et témoigne dans les collèges et lycées sur la Shoah. Elle estime que l'antisémitisme reste vivace en France. Elle s'alarme de la faiblesse des réactions publiques à ce sujet et estime que les leçons qui auraient dû être tirées de la Shoah ne l'ont pas été en France. À ses obsèques, le 21 septembre 2018, au cimetière Montparnasse, division 12 à Paris, c'est la rabbine Delphine Orviller qui prononce son oraison funèbre. Alors pour aller plus loin, il faut voir le film Chronique d'un été et enfin 2 essais, Et tu n'es pas revenu et C'est génial de vivre. Renée Drey Bensoussan vous présente un parcours de femme.